Nous sommes donc à la CFC, la compagnie française de cristal, qui regroupe depuis 10 ans environ 3 usines. Vannes-le-Châtel, dans laquelle nous sommes, qui est l'usine la plus importante du groupe, Bailleul dans l'Aube et Porcieux dans les Vosges. Revenant à l'usine de Vannes-le-Châtel, la production qui est assurée, c'est ce qu'on appelle dans la profession l'activité de haut de gamme. Haut de gamme, cela veut dire que toutes les qualités afférentes au cristal y sont réunies. Déjà, le travail à la main, qui est vraiment une des caractéristiques de l'usine de Vannes-le-Châtel, puisqu'il n'y a aucune production mécanique. Deuxième élément extrêmement important, c'est le niveau de qualité que l'on assure à tous les stades de la production. Et troisième élément, c'est que la formation, la qualité des gens et les gammes de fabrication et de contrôle apportent cette qualité aussi bien sur les pièces appelées unies, en cristal mince, que sur les produits taillés. C'est vraiment très caractéristique pour l'usine de Vannes. Le personnel est recruté, se trouve, habite dans un rayon d'une dizaine de kilomètres autour de l'usine. C'est vraiment du personnel local. On peut dire que Vannes-le-Châtel recrute dans un triangle constitué par Toul, Vaucouleurs, Colombey-les-Belles. Et si vous voulez, ça a beaucoup d'avantages. Les gens se connaissent, les gens s'estiment, et l'esprit en est fortement imprégné de ce recrutement local. Y a-t-il des moyens de formation à l'usine? Oui. Je pense que la formation est un des soucis majeurs de l'entreprise. Et ce n'est pas pour dire cela sur un plan général ou pour me faire plaisir, mais parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire parce qu'il n'y a pratiquement pas d'organisme extérieur pouvant assurer une formation qui est compatible avec nos techniques. Parce que la fabrication du verre, sous toutes ses formes, nécessite une formation particulière. Et la meilleure manière de l'assurer, c'est de le faire nous-mêmes. Et c'est pour cela que nous avons les deux grands moyens classiques d'assurer cette formation. Il y a, et c'est bien naturel, la formation permanente. L'autre voie, et elle est un petit peu particulière, c'est que nous avons au sein de l'usine une école d'apprentissage qui fait partie du ministère de l'Éducation nationale, qui est régie, qui est organisée comme une école, qui a des cours théoriques,
qui a des professeurs, qui a des cours pratiques et qui a des moniteurs. Et cette école d'apprentissage existe depuis fort longtemps et il n'est pas question d'en abandonner le principe. Vous venez de faire un stage à l'intérieur de cette usine. Dans quel cadre et pourquoi? Bien, je suis donc professeur à Colombey-les-Belles et le rectorat a organisé des stages en entreprise pour permettre donc aux enseignants de se mettre au courant, de se rendre compte de ce que c'est que la vie d'une entreprise, afin que notre enseignement théorique le soit un peu moins et que lorsque l'on parle du travail, par exemple, on sache de quoi cela retourne. Et vu de l'extérieur, comment vous percevez l'école d'apprentissage? Vu de l'extérieur, je suis de toute manière, en tant qu'enseignant de l'enseignement public, je suis de toute manière donc opposé à tout enseignement privé. Dans la mesure où cet enseignement est dispensé en général par des gens qui peut-être, bon, je ne veux pas mettre en cause leurs compétences, mais qui sont, disons, payés par le patron, et on leur demande de former des ouvriers pour l'usine dans laquelle ils travaillent. Donc, on enseigne aux élèves de l'école d'apprentissage uniquement les méthodes qui sont celles que leurs aînés ont appris. On n'essaye pas, si on veut, de leur apprendre diverses méthodes qui leur permettraient peut-être de s'adapter plus facilement à un autre emploi dans une autre usine. Que faites-vous en tant que moniteur à l'école? Eh bien, ça fait 15 ans que j'exerce la profession. Alors, comme moniteur, mon travail consiste à former des scolaires de 14 à 17 ans en vue de la préparation à un CAP de verrier à la main. Alors, j'ai une fonction qui est double. La première fonction, c'est la fonction pratique avec un collègue, plus une fonction d'organisation, disons, sur le plan de la pratique, et une fonction aussi qui est purement scolaire, qui consiste à donner des cours de technologie générale, technologie pratique, hygiène, prévention et législation du travail. Bon, les apprentis travaillent 3 ans avec nous, les scolaires, disons, travaillent 3 ans avec nous. Ils ont le régime d'horaire des salariés de l'entreprise, à savoir 5h midi en équipe alternée, 5h midi ou midi 7h. Les cours sont dispensés directement à l'entreprise. Des salles sont affectées pour les cours d'enseignement général. Un professeur de français vient faire français et maths. Un professeur de dessin d'éducation nationale vient aussi dispenser des cours de dessin. Un professeur de sport vient également. Et puis donc, tous les autres cours sont assurés directement par l'entreprise. Je disais par mon collègue sur le plan de la pratique et par moi-même pour la pratique et les autres cours. Et quelles sont les relations de l'école d'apprentissage avec l'entreprise en elle-même? Ses moyens de financement, Eh bien, une bonne part de la taxe d'apprentissage va dans le fonctionnement de l'école d'apprentissage. Les jeunes ont une bourse scolaire qui est, je dirais par rapport à un salaire de SMIC peu élevé, mais par rapport à un scolaire classique, quand même relativement correct, aux environs de 300 en première année, 400 en deuxième année et 500 en troisième année. Les fournitures sont gratuites pour les jeunes. Enfin, ils ne sont pas en internat non plus, donc il n'y a absolument rien à payer. Comment sont recrutés les jeunes qui entrent à l'école d'apprentissage? Alors les jeunes sont recrutés par annonce sur l'entreprise d'une ouverture l'année prochaine, par exemple, d'une année de scolarité. Et donc les jeunes se font inscrire. Ce sont des jeunes qui en général sont en 4e, 5e, 4e, même 3e. Sont des jeunes, enfin c'est toujours de toute façon limité entre 14 et 15 ans.
Puisque 14 amenant 17, 15, 18, il n'y a pas de jeunes qui peuvent dépasser 15 ans parce que pratiquement ils arrivent au régiment en fin de scolarité. Ça semble difficile. D'abord, il y a des questions d'âge et je dirais d'une certaine homogénéisation des classes pour qu'ils aient 14 ans ou 14 ans et demi à peu près tous. Il y a un tout petit concours d'entrée qui correspond à je dirais, une mini-sélection. Il faut tout de même un minimum de connaissances générales, à savoir quand même faire une dictée en essayant qu'on puisse la lire, en essayant aussi quelques épreuves de mathématiques, les 4 opérations, un tout petit peu d'arithmétique, un tout petit peu de géométrie. Et puis à partir de là, bon, bah, il faut le dire, dans la mesure où l'usine recrute 4 jeunes, parce que ça correspond à peu près à 4 départs potentiels ou à 4 placements possibles dans 3 ans, l'usine n'en prendra pas 10. S'il s'en présente 10, il faut le dire malheureusement, il y a une sélection qui s'opère, les 4 meilleurs sont retenus. Sur ces critères d'ailleurs, qui ne sont pas forcément des critères pratiques, qui sont des critères théoriques. Et Dans l'immédiat, c'est comme ça. est-ce que ce sont plus souvent des jeunes dont les parents travaillent déjà à la verrerie? Ah, c'est très variable. C'est très variable. On a connu une époque où, au tout début de l'école d'apprentissage, les fils de verriers étaient très méfiants. Ayant été formés eux-mêmes sur le tas, ils pensaient que c'était pas possible de former les verriers en école, donc c'était de la blague. Alors on a connu des choses assez bizarres. Les jeunes du coin venaient pas. On avait les fils des autres salariés des environs, ou même des paysans des environs, jusqu'à la Meuse. Et puis, certainement que ça a dû être admis comme quelque chose de relativement valable. Ça s'est un petit peu resserré sur le secteur, disons, et on a vu des enfants de verriers, j'entends verriers, travaillant à la verrerie, venir s'inscrire à l'école d'apprentissage. Vous êtes apprenti à l'école d'apprentissage de la verrerie de Valneufchâtel. Comment y êtes-vous entré à cette école? On est rentré en passant un examen qui comporte une dictée, un examen de maths, des exercices, et il trie les meilleurs. Et il trie un peu les fils d'ouvriers déjà, et ceux qui n'habitent pas trop loin, pour ne pas avoir des ennuis de bus. Et à quel âge êtes-vous rentré? À 15 ans. À 15 ans. 15 ans. Moi, 14. C'est après la 5e? Non. Non, à 14 ans. Il faut avoir 14 ans révolus. Et pourquoi êtes-vous rentré à cette école d'apprentissage? On n'avait pas envie de travailler à l'école. Ah, moi j'en avais marre de l'école, je m'énervais. Ouais, pour avoir un boulot déjà, parce que c'était déjà pas loin de chez moi. Et pour avoir quelque chose, parce que je savais qu'après mon CAP, je travaillais. Quelle est la situation des apprentis dans l'usine? Est-ce qu'ils se mélangent aux ouvriers? Est-ce qu'ils s'entendent bien? Bien, les apprentis à l'usine sont avant tout des écoliers. Et nous nous sommes arrangés pour qu'ils aient une structure d'accueil d'école. Ils ont des salles de classe où leurs professeurs de cours théoriques, c'est-à-dire mathématiques, français, dessin, puissent leur donner ces cours-là de manière, dans une ambiance calme et sereine. Et lorsqu'ils ont des cours pratiques, ils disposent d'un four qui leur est spécialement réservé et qui est essentiellement séparé des postes de production. Et pour être schématique, je dirais qu'à aucun moment, pendant les 3 ans d'apprentissage, les jeunes ne vont opérer sur des postes de production. Ils y passent, ils connaissent les gens de production,
mais ils n'y sont pas de manière permanente. Si des fois on va travailler avec les verriers, ils nous mettent sur une place, il faut travailler avec eux pour nous mettre au rythme. C'est pas facile. Ils ne travaillent pas de temps en temps avec les verriers? Quelquefois. Ils y tiennent pas de trop, parce que c'est totalement différent. On a peur de ne pas réussir, on a peur de ne pas savoir. À 14 ans, on connaît ça. Encore que ça m'arrive aussi d'aller à la halle, à la fabrication, et de participer à des fabrications, puis d'avoir la trouille parce que j'ai peur de me planter. Puis comme je suis le moniteur, on m'attend, quoi. Alors je me dis, pourvu que je réussisse. Le jeune, sa copie, puisque lui, il n'a pas le prestige du moniteur, mais enfin, on l'attend aussi. Mais il devrait pouvoir faire plus de stages, et effectivement, c'est bénéfique pour entrer dans le climat, dans l'habitude, dans le schéma, être mieux connu, mieux connaître les autres, ceux qui vont vous recevoir. Et puis aussi, la fabrication dans une halle de fabrication de 200 personnes, c'est autre chose que sur un atelier où on est 10. Mais les relations entre l'école d'apprentissage, bon, bah, c'est comme toutes les relations d'adultes à jeunes. Les jeunes, bon, c'est des petits cons, hein, je le dis entre guillemets, mais c'est considéré comme ça. Ça ne veut pas dire que ça en est. Je dis c'est considéré comme ça. Ils ont quelquefois aussi, il faut le dire, des attitudes qui font que les anciens ne sont pas toujours en situation de les regarder comme des grands. Mais grosso modo, je trouve que ça tourne pas mal. L'école d'apprentissage, à mon avis, moi, c'est vu de l'extérieur, il faudrait voir ce que les jeunes en pensent. Mais c'est quand même relativement pas mal vu. Les responsables de l'entreprise, d'une part, les contremaîtres qui sont quand même en lien direct avec nous, et puis qui sont en prise directe avec eux aussi, au moment de la formation, et puis aussi à la réception, je pense que ça va pas mal. Et puis les jeunes avec les anciens, ça se voit, ils montent relativement fréquemment. Je dis montent parce qu'il y a une question de niveau aussi de travail, de sous-sol et de sol. Ils montent relativement fréquemment avec les anciens, ils sont connus, quoi. Puis c'est des jeunes du cru. Là, je passe carrément à un autre sujet. Dans les cours pratiques que vous donnez aux jeunes, que leur apprenez-vous à faire? C'est compliqué, ça. Qu'est-ce qu'on leur apprend à faire? Ben, il faut leur apprendre à cueillir, puisqu'on dit cueillir du verre avec un outil, un ferret, pour servir le chef de place ou le poseur de pied. C'est pratiquement le premier travail du verrier. Et puis, il faut leur apprendre à souffler dans une canne, à mouler des verres. Alors, des verres minces, des verres forts, des verres répartis d'une certaine manière, des verres taillés, des verres unis, des verres à jambes tirées, des verres sans jambes tirées. Tout ce qui est dans la panoplie, je dirais, de ce qu'on appelle dans la profession le travail de troisième souffleur, de mouleur. On devrait pouvoir aller plus loin aussi. On devrait pouvoir commencer à leur donner une partie, je dirais, je dis pas un embryon, mais une partie de connaissances bien supérieure pour leur permettre d'ouvrir leurs possibilités après, quand ils seront professionnels. Quoi. Celui qu'on a appris à aller en vélo, même s'il n'a pas le vélo, un jour, bon ben, ça va vite. C'est pareil. Est-ce que l'école a la possibilité de participer à la création, ou tout du moins à l'essai de nouveaux modèles? Et combien donc? J'oubliais un peu cet élément essentiel, là, je dirais essentiel. C'est le deuxième élément, je dirais, de l'endroit où on travaille. C'est que non seulement l'école sert à de la formation, elle sert aussi à de la recherche, de la mise au point, des nouvelles techniques, des créations, et les jeunes, pour une bonne part, y participent. Pourquoi, effectivement, les jeunes ne pourraient pas dire, mais oui, mais tiens, à partir de telle forme ou tel dessin, parce qu'il y en a aussi qui ont une bonne patte qui dessinent bien, on ne pourrait pas créer des choses. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas fait. Et c'est vrai que c'est pas pourquoi pas envisageable. Est-ce que vous avez la possibilité d'inventer des modèles ou d'en proposer? Ouais, si on veut. Bon. Si on veut. Si c'est bien. Il faut toujours que bien. Si c'est bien, on n'a jamais proposé. On n'a jamais proposé. On n'a pas le temps, remarquez, des fois. On peut pas chercher un modèle. On n'a pas... C'est difficile. On n'a pas assez de temps. Pourtant, vous avez des cours de dessin qui peuvent vous aider. Ouais. Mmh. Bien, et normalement, cette formation est graduelle et au bout de 3 ans, les jeunes ont pratiquement pris connaissance et se sont faits à toutes les techniques du verre ou des gobelets, ce qui leur permet de passer avec succès et sans aucune espèce de déchet, il n'y a absolument aucun déchet en CAP de verrier, pour passer avec succès leur CAP. Et alors, à la fin de cette année, puisque vous êtes en 3e année, vous allez passer le CAP. Ouais.
Il y aura des épreuves de quoi au CAP? Bah, tout pareil. Hein. C'est pareil que les autres CAP. On aura des maths, tout ce qu'on fait là-haut, on le fera là-haut. On le fera au CAP. Puis le CAP pratique, ça se déroulera sur place. Il y aura des directeurs d'usine qui viendront nous noter, sûrement. C'est sûr même. Vous aurez une pièce à faire, vous Non, savez pas 5 laquelle? pièces. 5 pièces. C'est 5 pièces de chaque moule. Et il y a 5 moules à faire. On a droit à 8 verres et 3 Il en rater 3. On a le droit d'en rater 3. Et le CAP donc est délivré au bout de 3 années d'études. Alors au bout de 3 ans d'études, donc le CAP est délivré, c'est un CAP national qui a valeur donc dans n'importe quelle usine de France. Le CAP se passe directement sur place pour la pratique, avec un jury composé de professionnels, d'employeurs et de professionnels, de Baccarat, de Vannes-le-Châtel, de l'Éducation nationale. Et les épreuves théoriques sont passées soit à Toul, soit à Lunéville, dans un collège d'enseignement technique, avec d'ailleurs le même programme d'épreuves que l'apprenti soit de Vannes, de Sarrebourg, de Moulins ou de n'importe où en France. Et ce CAP donc une valeur nationale. Il a une valeur nationale, il devrait pouvoir permettre, si la profession n'était pas si, je dirais, fermée, il devrait pouvoir permettre à un jeune de partir demain, d'ailleurs il en a le droit, des dispositions légales l'y autorisent, dès son CAP il peut partir le lendemain, aller s'embaucher à Baccarat, s'embaucher chez Dôme, s'embaucher chez Lalique en Moselle, partir à Sarrebourg, encore que les verreries à la main en France ont commencé sérieusement à diminuer, et tant en nombre de verreries ouvertes qu'en effectif, il devrait pouvoir faire pratiquement ce qu'on peut dire un tour de France des verreries, et ce CAP lui donne le droit donc de rentrer comme professionnel dans une entreprise et rémunéré comme mouleur de verre. Et quel est l'avenir d'un jeune qui a un CAP à l'intérieur de l'usine? Eh bien, son avenir est forcément limité à 2 choses, enfin, est forcément, je dirais, assujetti à 2 choses. La première chose, si il y a développement au niveau de l'entreprise, s'il y a embauche au niveau de l'entreprise, s'il y a création, renouvellement de modèles, sa possibilité est d'arriver un jour à être chef de place et pourquoi pas contremaître, chef d'équipe, chef de four et peut-être chef de fabrication. Pourquoi pas me remplacer aussi un jour comme moniteur, dans la mesure où l'école d'apprentissage continue et la verrerie continue. Ou alors il est relativement bloqué dans la mesure où il n'y a plus d'évolution dans l'entreprise. Les anciens occupant les postes de responsabilité que je viens de citer, le jeune arrive comme mouleur, part au régiment comme mouleur, et puis il risque fort de rentrer du régiment en mouleur, et puis d'y rester 5 ou 6 ans, et bon, quand on a envie de gagner sa croûte, c'est quand même pas un métier. C'est un métier de départ, mais c'est pas un métier dans la mesure où il y a récession, qui amènerait à quelque chose de mieux. Et quel est l'avenir de ces jeunes diplômés une fois qu'ils travaillent dans l'usine? Eh bien, systématiquement, une fois qu'ils ont obtenu leur CAP, ils rentrent en production, ils sont embauchés. Ils sont embauchés et ils ont immédiatement la classification de 4e ou 3e souffleur. Donc une classification de professionnel dans dans, si vous voulez, nos règles du jeu par rapport, si vous voulez, aux gens qui n'ont aucune formation et qui ne sont pas des professionnels. Et ont-ils la possibilité, enfin, par le biais de la formation continue, de devenir cadre Là, si vous voulez, devenir cadre, c'est un petit peu le souci ou le souhait de beaucoup. Il est évident que les échelons sont gravis sur le plan professionnel très rapidement. À 30 ans, on peut arriver au maximum de la qualification de professionnel verrier. Et évidemment, il y a toujours après cela une question de chance, évidemment de compétence. On commence à remplir un poste de responsabilité ou de maîtrise lorsqu'il y en a disponible. Alors ces jeunes qui rentrent à l'école d'apprentissage, au bout de 3 ans, ils ont eu leur CAP et que deviennent-ils, à vue de votre côté?
Vu de mon côté, disons que très rapidement, ils vont être chefs de place, c'est-à-dire qu'ils auront, non pas sous leurs ordres, mais sous leur responsabilité, 6 ou 7 ou 8 ouvriers. Puis petit à petit, les meilleurs, disons, deviendront assez rapidement chefs de four et puis ensuite éventuellement chefs de halle. Donc c'est quand même une promotion assez rapide, je pense, de ces élèves de l'école d'apprentissage. Mais je crois que, sortis de et à la fin de cette promotion, de ces stades de promotion, je pense que c'est bouché. On ne verra jamais un élève de l'école d'apprentissage devenir cadre moyen, je ne pense pas, parce que, disons que, il me semble que leur formation n'est pas suffisante pour leur permettre d'accéder au rang de cadre et de pouvoir un petit peu peut-être diriger ou prendre des responsabilités importantes. Ils seront pratiquement essentiellement chefs donc de personnel, si l'on veut. Alors, quelles solutions? Bien, elles sont peut-être de plusieurs ordres. Tout d'abord, la première qui me vient à l'esprit, ce serait l'apprentissage dans une école nationale, disons, dans laquelle les élèves pourraient être confrontés à différentes méthodes, ce qui leur permettrait de s'adapter plus facilement, éventuellement, à un travail dans une autre usine. Et puis, ça leur permettrait également de rencontrer d'autres gens, de confronter leurs idées à d'autres gens, de côtoyer d'autres gens. Donc, ils ne seraient pas, si vous voulez, bloqués ou sclérosés un petit peu par un apprentissage unique d'une usine, d'un patron. On pourrait en faire des responsables plus responsables. Ça serait peut-être la première solution, donc qui permettrait une adaptation plus grande. Ensuite, je vois peut-être une autre solution, ce serait peut-être le système du compagnonnage avec, reprendre un peu l'idée des compagnons du Tour de France, c'est-à-dire aller d'usine en usine, faire des stages dans une usine et puis dans une autre, et ainsi voir les méthodes différentes qui sont employées dans les différentes usines. Et puis revenir ici avec un acquis beaucoup plus important que le simple acquis de l'école d'apprentissage de l'usine de Vannes-le-Châtel. Je crois que ce sont enfin, en ce qui me concerne, ce seraient les deux solutions qui me sembleraient les meilleures pour former non pas seulement des ouvriers, mais aussi des responsables et puis des hommes. Et comment voyez votre avenir dans l'entreprise? Je sais pas. On verra bien une fois qu'on commence à travailler avec les autres ouvriers. Nous, on aura déjà du boulot quand même un petit peu. Côté des jeunes qui continuent les études et puis qui sortent avec quelque chose et n'ont pas de boulot, on aura déjà un métier. On aura déjà un métier. Si ça coule pas. Ouais. Et si l'entreprise rencontrait des difficultés, est-ce qu'il n'y aurait pas des conséquences sur le recrutement et sur l'école d'apprentissage? Sûr que si. Sûr que si l'entreprise rencontre des difficultés, il y a forcément blocage. Enfin, je peux quand même vous donner un élément, il vaut ce qu'il vaut. Cette année, il y a une décision qui a été prise par la direction de recruter 4 scolaires à la rentrée 81. Donc à la rentrée de septembre, il y aura 4 scolaires de recruter, et il n'y en a pas eu l'an dernier. Enfin, la direction annonce qu'il s'agit d'une blague, de ne pas en prendre, parce que c'est pas parce qu'une situation n'est pas bonne une année, comme on forme pour 3 ans d'avance, c'est une blague de ne pas en prendre, on risque d'en avoir des répercussions dans 3 ans qui seront effectivement néfastes pour tout le monde.